Arratsaldeon dizuela guztioi. Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Duela minutu batzuk Jon Sistiaga eta Sergio Gonzálezen arteko solasaldia entzun dugu eta une batetik bestera Gao Xinjiang eta Jon de la Ribak izango duten aurrez aurrekoa entzuten hasiko gara. Queremos incidir en un aspecto y es que la próxima conversación, lo diré, se va a desarrollar íntegramente en francés, por lo que si no comprendéis el francés con fluidez, podéis retirar los aparatos de traducción simultánea que están en el exterior de este auditorio y que os ofrecerán el servicio de traducción en euskera, castellano e inglés. Eguneroko legean laguntzaile nagusi dugun BBKren elkarkidetza bai eta fitxean ageri diren enpresa pribatu eta publiko guztien lankidetza eskertu nahi dugu. La dinámica de la conversación será la de siempre, cerca de una hora de diálogo cruzado y al final un cuarto de hora que habilitaremos este espacio para las preguntas y cuestiones del público. Os recuerdo además que al final de esta conversación, hacia las 9:30, Gao Xinjiang va a mantener un encuentro directo con los lectores, con sus lectores, con todos vosotros y vosotras en el exterior de este auditorio, a la izquierda bajando las escaleras, por tanto, frente a la sala de exposiciones, junto con el otro invitado, junto con Sergio González. En la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana, ha dicho que la literatura no puede salvar ni cambiar el mundo y que su papel, el papel de la literatura, ha de ser el de despertar la conciencia y la lucidez de la gente. Artista polifacético, Gao Xinjiang, autor, entre otras obras, de novelas como La montaña del alma, ha sido traducida esta obra a 40 idiomas, y en ella relata el pasado y el presente de su China natal. Conversará con el diplomático, escritor y experto en política internacional Jon de la Riba. Mesedez, txalo handi batekin, ongi etorri, egin diezaiegun, Jon de la Riba eta Gao Xinjiang Nobel saridunari. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hemen etortzeagatik. Ongi etorri, bienvenue au Pays Basque, à Bilbao. C'est un grand plaisir que d'avoir Gao Xinjiang. J'espère que vous avez tous Gailuak pour la traduction. En principe, je voudrais commencer pour remercier la présence de Gao Xinjiang. On a cette conversation, mais on a eu déjà une conversation à Barcelone il y a plus de 9 ans, après le prix Nobel, il est venu à Casa Asia et on a pu non pas seulement parler de littérature, mais aussi de voir une très belle exposition de peintures, parce que Gao est un peu un homme de la Renaissance. Il vient de présenter son film, on le connaît aussi comme auteur du théâtre, peintre et bien sûr écrivain. Mais je pense qu'il faut aussi commencer pour féliciter Bilbao, La Lóndiga, Lourdes Fernández, Marisa Blanco, moi je veux aussi Myriam Tay qui m'a fait connaître l'œuvre de Gao Xinjiang qui est avec nous aussi, et toute l'équipe de La Lóndiga pour ce grand événement. Je suis vraiment très surpris, je pense que c'est un grand orgueil pour Bilbao et pour Euskadi que d'avoir la présence des écrivains vraiment remarquables pendant ces quelques jours de littérature. Et aussi parce que Gutun Zuria nous convoque avec le thème de la frontière. Donc Gao est un homme très courageux, très talentueux, et c'est aussi, je pense, un écrivain qui a brisé de nombreuses frontières, non pas seulement dans la littérature, mais dans la pensée. Il revendique beaucoup la pensée. Parfois, Gao dit que la philosophie est morte et qu'on a besoin d'une nouvelle pensée pour ce siècle qu'on vient de commencer. Je voudrais commencer la discussion, Gao, ou notre entretien, parce que comme on nous parle de frontières et qu'on est un peu à la limite du XXe siècle et du XXIe siècle, on vient de commencer un nouveau siècle. Et je voudrais justement vous demander quelles sont vos impressions sur ces besoins d'une certaine nouvelle pensée ou d'une certaine renaissance maintenant qu'on est enfondré dans une crise très profonde en Occident et dans le monde. Est-ce que je peux vous demander vos opinions sur la frontière entre les deux siècles et la pensée à cet égard? La frontière, c'est tout à fait artificiel. La nature, il n'y a pas de frontière. Ouais. Et l'histoire
il n'y a pas de frontières. C'est l'historien, les pouvoirs qui imposent toutes sortes de frontières, y compris entre les cultures. Mais toute culture est traduisible, communicable, parce que c'est issu de sens humain, parce que tous les hommes, les êtres humains, puisqu'on est humain, c'est pourquoi il y a une base de communication. Voilà. C'est pourquoi ça c'est la grande littérature, y compris une civilisation, c'est communicable si on affronte passer ce genre de frontières établies artificiellement, ou bien par le pouvoir, ou bien par la politique. Oui. En principe aussi, il y a une autre frontière que vous avez brisée, de mon point de vue, dans votre littérature, vous avez brisé la tyrannie de la réalité. Je veux expliquer ceci dans les 2 livres, La montagne de l'âme et la Bible d'un homme seul, ou le livre d'un homme seul. Il y a recours à la mémoire, aux rêves, aux hallucinations parfois, aux spectres, aux fantasmes, et vous êtes un bon fouilleur dans cette espèce d'archéologie où la réalité n'est pas le seul discours. Vous savez très bien que Gao a quitté la Chine, où la réalité était surtout une imposition de propagande politique à un grand niveau. Il a maintes fois dénoncé que le XXe siècle a donné lieu à la naissance des grands discours propagandistiques de la part du fascisme et de la part du marxisme, et s'échapper de ces discours, s'échapper à travers le brissage des frontières mentales, a été aussi un grand recours littéraire et existentiel pour vous. Vous avez maintes fois aussi réclamé la fuite ou l'échappatoire comme la seule possibilité de mener une vie humaine. Voilà, vous parlez tout à l'heure du roman, parce que roman, souvent, il y a aussi des modèles, voilà, des modes de l'écriture romanesque. Voilà, souvent, c'est la fiction, une narration, une fiction autour d'un personnage, un héros, ou bien plusieurs personnages. Il y a une fiction, une histoire. Voilà, ça, c'est la mode de l'écriture romancière. Jusqu'aujourd'hui, c'est très courant. Et ici, je lance voilà, dans l'écriture pour La montagne de l'âme, quand j'ai commencé à écrire, à ce temps-là, sans penser à être un jour publié, voilà, puisque les livres, les pièces de théâtre que j'ai écrites, déjà avec une autocensure, mais quand même censurée. Je me disais, c'est tout à fait stupide ce genre d'autocensure. Alors il faut me laisser une expression libre. Dans ce cas-là, ça commence l'écriture de mon roman La montagne de l'âme. Alors, même pour la forme, qu'est-ce que ça veut dire, le roman? Dans ce roman-là, il y a aussi certains chapitres, il y a une réflexion sur la forme romanesque. Voilà. Il y a aussi des blagues, il y a aussi des humours, il y a aussi des réflexions. Voilà. Dans ce roman-là, vraiment, il n'y a pas de héros normal, voilà, ou bien des personnages bien définis. Mais c'est plutôt, il n'y a que je, tu, il, elle, ou bien, voilà, il n'y a que des prénoms. Voilà, l'auteur, comme le biblique lecteur, chacun d'après ses propres expériences, peut vivre en lisant, voilà, faire vivre aussi ses propres expériences. Voilà, chacun a son parcours. Ça, c'est le début de l'écriture de ce roman. Et encore, ça c'est pourquoi on se
limite à la narration d'une fiction, ce n'est pas la peine. Voilà pourquoi on ne peut pas écrire dans le roman une libre réflexion. C'est pourquoi ça s'explique dans ce roman-là. Il y a tout à fait un chapitre d'une réflexion libre sur la langue, sur la conscience humaine, sur la culture, y compris sur l'histoire de la Chine. Et finalement, ça devient une grande quête. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire? Voilà. J'ai un chapitre sur ça. Il y a multiples réponses. Il y a multiples réponses à cette question-là. Alors, cette grande histoire, ça veut dire chacun a sa façon à interpréter l'histoire. Dans ce cas-là, la définition du roman, ça peut être très large, très libre. Voilà. C'est pourquoi je montre, voilà, écrit ce roman, La montagne de l'âme, aussi librement. Oui, vous avez évoqué que dans votre roman, il y a cet usage des pronoms je, lui, elle, tu, vous. Parce que dans La montagne, on a parfois l'impression que c'est un monologue, mais une autre frontière que maître Gao Xingyang a été capable de débrisser dans ses écrits, c'est la frontière de l'ego, de la partie égocentrique. Ce n'est pas un monologue, il n'y a pas un protagoniste défini, parce que le protagonisme, à travers l'usage de pronoms différents, peut être une femme ou le protagoniste qui part chercher la montagne de l'âme, ou bien un protagoniste fragmenté entre divers personnages. Ce qui fait que parfois on a l'impression que vous êtes un écrivain d'avant-garde, dans le sens que vous utilisez aussi le langage d'une façon expérimentelle, mais je sais que vous avez horreur des ismes. Est-ce que vous pourriez expliquer votre haine des ismes, des divers ismes? Parce que vous avez réclamé dans un de vos romans le nothingness, le rien, la liberté totale, l'émancipation des différents discours ou des ismes, du romantisme, du socialisme, de différents grands discours. Avant les ismes idéologiques, il y a déjà la pensée humaine. Il y a longue histoire de la pensée humaine. Et ce genre de isme, marxisme, voilà, ce nationalisme, il y a léninisme, maoïsme, tout ces, et après c'est modernisme, il y a aussi post-modernisme. Voilà, tous ces ismes-là, ça c'est plutôt un phénomène du XXe siècle. Au XXe siècle, on a fabriqué multiples carcans de pensée. Voilà. Ça veut dire on fournit des modèles de pensée dans ces recettes. Voilà. Derrière, bien sûr, il y a un intérêt politique, voilà, qui canalise la pensée. Voilà. En fait, ce genre de isme, moi je trouve, ce n'est pas la pensée, c'est plutôt cela a tué la pensée, la vraie pensée. Mais les sensations humaines, comme la pensée, on est libre. Pourquoi on canalise dans telle idéologie? C'est tout à fait stupide. Et finalement, toutes ces idéologies nous a conduits dans l'impasse. Voilà, cela, le XXe siècle a bien constaté, voilà, ce genre d'isme. Voilà, on crée aussi des utopies. Voilà, et pour soutenir ces utopies-là, derrière, il y a un appui, c'est quel isme. Et quand ce utopie est réalisé, c'est catastrophique. Voilà. Si un intellectuel ou bien un penseur suit ce genre d'isme, finalement, on est tombé dans l'impasse. Il n'y a pas de vraie pensée, il n'y a que ces cacanismes. Dans ce cas-là, je pense, à nos jours, si on commence à réfléchir, d'abord, il faut avec sa propre tête. Ce n'est pas avec ses cacans, ces théories déjà figées. Voilà. Et d'ailleurs, qui ne correspondent pas du tout à l'actualité, la réalité où nous vivons. Voilà, dans ce cas-là. Le départ, pour moi, l'écriture, c'est une libre pensée, une libre réflexion face à ce monde chaotique et aussi
face à ce moi-même qui est aussi chaotique. Voilà. Et s'il y a une réflexion, ça veut dire on commence à penser, à prendre recul pour observer ce monde chaotique et aussi pour observer ce moi soi-même. Dans ce cas-là, la vraie pensée, ça commence. Cette réflexion, cette indépendance de penser, d'abord, le départ sans isme. J'ai écrit un recueil d'essais avec le titre « C'est sans isme ». Oui, et vous avez dénoncé l'utopie comme une sorte de superstition, comme du poudre magique que l'on vend à tout le monde pour la consommation. Mais est-ce qu'une société peut vivre sans une utopie ou une vision de son avenir? Parce qu'on a l'impression parfois que dans cette crise où l'on est maintenant, il n'y a pas vraiment une vision pour l'avenir, qu'on est en train de répéter. Vous disiez justement les erreurs du passé. Il y a le libéralisme déchaîné qui conduit à une espèce de commercialisation en consommation des produits même culturels. En littérature, ce seraient les best-sellers. Hein. Il y a de l'autre part ces discours tyranniques des idéologies que vous avez aussi dénoncées. Alors, à quel point on est maintenant sans une vision et à quel point on peut éviter alors d'avoir des recours à des utopies du passé? Comment est-ce qu'on s'en sort? On a déjà constaté, ça c'est l'échec total de ce genre d'utopie. Voilà, on fabrique une utopie communiste. Voilà. Ce communisme, c'est utopie quand ça se réalise en Russie, voilà, et après en Chine. Ça, c'est la dictature qu'on n'a jamais eue dans l'histoire humaine. Voilà. Cette violence, ces fléaux. Voilà. Bon, ça c'est sous prétexte de l'utopie. Voilà. Une belle parole, voilà. Une belle histoire fabriquée. Mais si on affronte la réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Voilà. C'est sanglant, c'est la guerre, la violence, la répression, et la prison. Voilà. Il y a des dizaines de milliers de victimes, voilà, pour ce genre d'utopie. Alors pourquoi on fabrique encore des utopies? Aujourd'hui, il y a encore des intellectuels, puisque l'autre utopie, c'est un échec. Voilà, on doit fabriquer, faire appel à une autre utopie. Non, moi, je suis, avec mes propres expériences déjà vécues, voilà, je sais qu'est-ce que ça veut dire, utopie. Voilà, moi, je préfère plutôt, avec ma propre tête indépendante, face à ce monde, même chaotique, même quelquefois tout à fait absurde, mais on devrait avoir sa propre connaissance, voilà, et son propre jugement. Oui. Les intellectuels, en général, dans les années 30 du XXe siècle, il y a eu la figure de l'intellectuel engagé, qui prenait parti pour une certaine option politique. On a connu aussi le rôle des intellectuels qui étaient dans leur tour d'ivoire, hors du monde, comme des ermites, qui s'éloignaient de la réalité. Par contre, vous, c'est un concept très intéressant que vous avez de l'intellectuel doit montrer, être témoignage de la réalité telle qu'elle est, comme un miroir, ne pas donner des conseils aux gens à travers les romans ou les livres ou les créations intellectuelles différentes qu'il y a, mais montrer la réalité et laisser chacun tirer ses conclusions. Donc ce serait non pas l'intellectuel engagé, non pas l'intellectuel qui habite la tour d'ivoire, mais vous voyez, je pense un peu la conscience de l'intellectuel comme un réveil, n'est-ce pas? Oui. Si on pourrait dire. Oui. Je défends cette littérature qui ne donne pas le jugement bon ou mauvais, moraliste, éthique, politique, correct ou non, voilà, contre ou non, parce que la réalité, le monde humain, ça c'est l'être humain, la nature humaine, c'est tellement compliqué. Voilà. On est loin de tout connaître, voilà. Mais on peut connaître par la littérature. Toute la grande littérature, c'est une cristallisation de la sagesse humaine depuis des siècles.
Alors, par ces livres-là, ces grands auteurs, oui, on a quand même appris beaucoup de choses. Voilà. On a quand même appris à connaître, parce que ça donne des références pour connaître ce monde-là, ça donne la référence pour connaître l'autre, ça donne la référence pour se réaliser qu'est-ce que ça veut dire, sa propre pensée, c'est soi-même. Voilà. Dans ce cas-là, la littérature joue un rôle d'un grand témoignage de l'existence humaine et universelle, voilà, qui dépasse telle race, telle nation, tel pays. Voilà. Et c'est communicable universellement, c'est traduisible, voilà, et communicable. Dans ce cas-là, cette littérature, c'est un grand témoignage valable de cette existence humaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un témoignage de reportage de l'actualité, c'est autre chose. Voilà, c'est la mass média. Mais la grande littérature, c'est en fait un témoignage de cette existence humaine qui ne périme pas. C'est une trace éternelle. Tout le pouvoir, toute l'histoire est écrite par le pouvoir. Si le pouvoir politique change, on réécrit une fois l'histoire. Il y a multiples versions de l'histoire, mais qui est la vraie histoire? Mais c'est un écrivain écrit une œuvre, une fois publiée, ça ne réécrit plus. Voilà. Si, après sa mort, tant d'années, ça mérite encore d'être lu, c'est ça, cette valeur-là, parce que dans laquelle ça révèle qu'il y a une vraie connaissance de ce monde et aussi des êtres humains. Ça, là, c'est le rôle de la littérature, qui dépasse pas seulement les frontières, les cultures, les nations, aussi ça dépasse le temps. Absolument. Vous avez dit, si je me rappelle bien, que les intellectuels chinois n'ont jamais connu cette indépendance nécessaire à la création, car ils ont été toujours sous cet emprunt de l'État et de la propagande. Une fois, en 1919, avec le mouvement 4 mai, qui est le mouvement des nationalismes chinois face à l'agression japonaise, et surtout la révolution culturelle, qui a été aussi une grande bousculade pour les intellectuels chinois. Mais quand vous parlez de ces manques d'indépendance des intellectuels chinois, j'imagine que vous parlez des Chinois des continents. Est-ce que vous faites des exceptions pour les Chinois ailleurs, je veux dire à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour? Il y a toute une diaspora chinoise qui a peut-être connu une voie différente, n'est-ce pas? Et bien sûr, je suis d'origine chinoise. Voilà. Il y a derrière moi, ça c'est, et dans mon sang, il y a une culture très solide chinoise. Voilà. Mais ce n'est pas intéressant pour moi. Voilà. Je suis un créateur, je suis un écrivain. Si je parle de la culture chinoise, si je n'apporte pas ma contribution, si je ne découvre pas un autre aspect, si je ne crée pas quelque chose de nouveau pour cette culture-là, ce n'est pas la peine de faire, parce qu'on a déjà tant fait. Si, dans La montagne de l'âme, voilà, si on retrace l'histoire de la Chine, mais tout à fait d'une autre façon, très personnelle, je montre une culture chinoise qu'on ne connaît pas, voilà, avant moi, ou bien on n'en est pas conscient. C'est une autre histoire non orthodoxale. Voilà. Ce n'est pas écrit dans les annales, dans les documentations officielles. Non, ça c'est ma création. Si je suis en tant qu'écrivain, voilà, je donne une contribution à la littérature, à la culture chinoise, voilà, ça c'est ce roman-là. Voilà. Et à part de ça, je pense, cette trace chinoise, il n'y a pas de sens. Et même ce roman-là, c'est déjà traduit presque 40 langues dans le monde. Voilà. J'ai eu la réaction de multiples lecteurs de différents pays. On parle d'autres langues, mais cela a atteint. Voilà. Ils sont touchés,
ils aiment, ils apprécient. Ça veut dire que cette communication est passée. Dans ce cas-là, c'est largement dépassé de ce fond chinois. Voilà. Et ma vie aussi. Je me suis installé à Paris déjà, maintenant, cette année, c'est 27e année. J'ai quitté la Chine. Et mes pages dans ma vie de la Chine, c'est déjà définitivement tourné. Voilà. Je ne me vois pas, je suis seulement un écrivain chinois, je suis un écrivain d'origine chinoise, mais j'ai une curiosité, une attention, occupation et préoccupation, voilà, pour l'Europe, pour ce monde aujourd'hui, pas seulement des questions problématiques chinoises. Tout à fait, parce que la première frontière que vous avez brisée, c'est normalement, on ne peut pas lire Gao Xingyang en pensant qu'on est en train de lire un écrivain exotique oriental. C'est vrai que depuis son enfance, il a eu accès à la culture occidentale. Votre mère aimait les théâtres, elle était dans une école missionnaire, elle lisait du Zola, Balzac, Steinbeck. Votre père a travaillé dans le milieu de la banque, à une époque où cela représentait une certaine bourgeoisie. Vous êtes aussi un homme qui a vécu l'expérience de cette ambiance bourgeoise et cultivée cosmopolite, et puis la naissance de cet homme nouveau, maoïste, qui a été imposé sur toute la Chine, et notamment avec la révolution culturelle. Cette distinction entre l'Occident et l'Orient, donc, n'est pas valable pour votre œuvre, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que La montagne de l'âme, qui est un livre extraordinaire, n'est pas seulement cette espèce de réflexion à travers différents pronoms, différents personnages, mais aussi un voyage dans l'histoire et la nature chinoise. Et justement, vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez une réalité plus profonde que celle confucienne, autoritaire, qu'on nous vend comme la réalité chinoise. Il y a dans le roman, dans La montagne de l'âme, une apparition des mythes très anciens. On parle même de l'homme de la préhistoire. Il y a comme une fouille archéologique dans le passé de la Chine. Il y a aussi une question des minorités. Il y a la minorité Mao que vous évoquez. Il y a toute une Chine très diverse, en mosaïque d'une réalité beaucoup plus plurielle, qui est cachée normalement sous l'idéologie ou sous la présentation officielle de la Chine. Donc, dans ce sens, je pense que c'est un livre essentiel pour connaître la Chine, même si ce n'est pas un livre chinois, exotique ou oriental. Mais c'est vrai que c'est le grand livre, de mon point de vue, pour savoir les contradictions entre cette Chine nouvelle qui a été préconisée par l'idéologie maoïste et cette autre Chine un peu plus cachée que le personnage dans les romans veut chercher dans La montagne de l'âme. Mais diriez-vous que la Chine, en quelque sorte, dans une métaphore un peu de Faust, parce que vous connaissez très bien l'œuvre de Goethe, qui a été une première influence sur vous, parfois quand on lit La montagne de l'âme et aussi surtout L'homme seul, on a l'impression que de la même façon que vous disiez que la société contemporaine a vendu son âme au commercialisme, au mercantilisme et à la tyrannie, la Chine a fait aussi dans un pacte faustien, dans le sens que pour le développement, ce développement étonnant, et pour finir avec la pauvreté, elle aurait vendu un peu son âme. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation? Il y a multiples thèmes Oui. à aborder, c'est ça. Oui, oui c'est en ces brefs de temps, on ne peut pas tout, tout parler, tout discuter. Oui. Et pour moi, ça c'est, je dois dire, voilà. Si j'ai écrit ce roman-là, La montagne de l'âme, comme vous avez déjà cité, ce qui est particulier, c'est pas souligner son caractère chinois. Voilà. Non plus pour montrer ma connaissance comme spécialiste de l'histoire de la Chine, non. Ça, j'ai un autre regard, plutôt anthropologue. Voilà. Ça, c'est pour observer la source
de la civilisation humaine, je prends un exemple, le fond, c'est la Chine. Voilà. Et cette société chinoise, son histoire là, oui. Mais c'est avec un regard anthropologue. Ça, c'est un côté. C'est pourquoi c'est communicable pour le public, les lecteurs d'autres pays, parce que c'est pas pour simplement, ça c'est pour montrer l'histoire de la Chine, mais il y a autre intérêt pour le lecteur. Dans le livre, il y a multiples aspects. Par exemple, il y a encore une fouille de la conscience humaine. Comment la conscience humaine, ça se réalise? C'est une problématique, un thème tout à fait universel. Voilà. Comment on commence à réaliser, à comprendre, à se comprendre et aussi à s'exprimer. Bien sûr, la base, c'est la langue. Alors, dans ce cas-là, il y a une autre quête dans mon livre. Là. Qu'est-ce que finalement la langue arrive à exprimer, la pensée, les sensations? Dans ce cas-là, c'est aussi une autre recherche. Ça veut dire la langue, comment la langue prend forme, devient une expression, avec cette conscience, aussi avec la subconscience des êtres humains. Tout cela, on peut trouver aussi des motivations, multiples motivations dans mon écriture de ce roman-là. Tout à fait. Et vous, en parlant de la langue, une chose que je trouve très intéressante dans votre œuvre, c'est quand vous dites que le chinois, en tant que langue qui ne fait pas des distinctions temporaires, peut évoquer des états d'esprit, des états d'âme, mieux que de langues analytiques, où tout te dit qu'il y a cette ambiguïté ou cet espace qui laisse la langue chinoise pour exprimer des sentiments différents et des états d'esprit. Oui, ça c'est... Et si on comprend un peu la langue chinoise, parce que avec les langues occidentales, surtout les langues vient de latin, voilà, parce que grammaticalement, c'est très structuré et il y a une forme grammaticale très très bien définie. Voilà. Ça s'explique pourquoi cette pensée rationnelle tellement développée en Occident, en Europe, je pense, c'est lié à cette particularité de la langue. Voilà. Et la langue chinoise, tout ce qui existe grammaticalement dans la langue chinoise, ça n'existe pas. Par exemple, il n'y a pas la distinction de nom, adjectif, verbe. Ce même mot, même caractère, ça peut être adjectif, ça peut être le nom, ça peut être verbe, ça dépend dans la structure, voilà, dans le syntaxe de la phrase. Voilà, c'est tellement mobile par rapport avec cette langue occidentale, européenne. Voilà, cela aussi, il y a une particularité de la pensée qui est basée par cette langue-là. Voilà. C'est pourquoi ça c'est même il n'y a pas de conjugaison. Il n'y a pas de mode de temps du passé, figure, non, ça n'existe pas. Seulement dans le contexte, on comprend. Voilà. Même cette notion de grammaire, ça n'existe pas. Voilà. Cette grammaire du chinois ne vient que de fin du 19e siècle. C'était un Chinois qui est allé en France, qui a appris le latin, qui a appris le français. Il a introduit la grammaire du latin et du français pour expliquer, créer une grammaire du chinois pour que les prêtres occidentaux faciliter leur
pour apprendre la langue chinoise. Voilà. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ce grammaire du chinois, moi, je trouve que c'est trop figé, parce que c'est trop occidentalisé. Ça ne peut pas tout expliquer cette langue chinoise. Voilà, c'est tout à fait une autre recherche linguistique. Je pense que cette linguistique, actuellement, c'est basée plutôt sur la langue occidentale. Il faut une autre science linguistique, plutôt macro-linguistique. Dans ce cas-là, pour d'autres langues, par exemple le japonais, c'est très loin aussi, c'est très loin du chinois, le japonais. Voilà. Et aussi les Indiens, aussi, il y a toutes sortes d'autres langues. Ça, à ce temps-là, c'est un autre thème sur la langue. Comment la langue réalise la pensée humaine. C'est tout à fait une science, une branche de recherche très intéressante. Mais à ce temps-là, bien sûr, le spécialiste doit connaître au moins une langue orientale pour faire cette comparaison. Et on est fortuné parce que vous parlez parfaitement français, donc vous avez une très grande connaissance de la littérature occidentale et à la fois de ce monde chinois et de cette langue plus proche des sentiments. Dans les pièces de théâtre aussi, Gao exprime ce point de vue. Il connaît très bien le théâtre occidental, il connaît Cantor, Grotowski, la méthode Stanislavski, mais dans les pièces de théâtre, il y a des réflexions aussi que je considère très intéressantes pour notre public, parce que vous parlez de la méthode Stanislavski, où l'acteur doit devenir un personnage. Et il y a donc cette polarité entre l'acteur comme personne et le personnage. Et vous dites qu'en Chine, dans la langue chinoise, dans la méthode chinoise, il faut rappeler que le théâtre en Chine a commencé, le dites aussi dans votre œuvre, avec des exorcismes. Donc il y a tout un côté célébratoire ou religieux différent. Il y a un certain détachement dans la préparation de l'acteur. Et dans la littérature, vous parlez aussi d'une littérature froide. Est-ce que vous pourriez expliquer cette littérature froide ou ce détachement de l'acteur de théâtre en Chine? Oui, j'ai plusieurs observations. C'était mon départ. Tout à l'heure, on a parlé de la littérature. Maintenant, on passe au théâtre. Pour moi, le théâtre, ce n'est pas d'abord le texte. Le texte, la pièce écrite par l'auteur. Le théâtre, pour moi, l'essentiel d'abord, c'est acteur. Acteur sur la scène, même sans auteur. Il joue devant le public. Ça, c'est l'art de jeu du comédien. C'est l'essence du théâtre. Moi, je n'ai pas seulement écrit pour la pièce de théâtre. Je fais le théâtre. Voilà, ça veut dire, là, je connais l'art de l'acteur. Je fais la mise en scène aussi. Voilà. C'est pourquoi j'ai aussi une recherche dans ce cas-là. Voilà. Une recherche basée sur mon observation de l'art de jeu du comédien. Et après, il y a une dramaturgie. Ça vient de cette observation, cette recherche, cette connaissance. Alors, ça c'est au XXe siècle. Il y a un théâtre moderne qui copie, montre la vie quotidienne. C'est très réaliste, même naturaliste. À ce temps-là, il y a une méthode de travail pour l'acteur, c'est très marqué, voilà, plutôt le symbole de ce système de Stanislavski. Voilà. Ça veut dire l'acteur dans son jeu, c'est plutôt s'identifier devant le public à son rôle. Voilà. Ça, c'est une façon de méthode. Mais dans la tradition même occidentale, la tradition italienne, même français, Diderot a bien montré. Voilà, il y a une autre conception sur l'art de jeu du comédien. C'est paradoxal. Ça veut dire l'acteur sur la scène montre son personnage, joue son personnage. C'est faux. Mais justement, l'art, c'est faux. Mais c'est faux. C'est tellement convaincant, intéressant de voir l'acteur joue un rôle tout à fait différent. Voilà. Il a bien
bien écrit, donc paradoxal, sur l'acte du jeu de comédien. Et tout récemment, en France, on a publié un nouveau recueil d'essais. Là-dedans, j'ai un essai spécialement sur mon observation de l'acte de jeu du comédien. Et c'est le titre, si vous vous intéressez, c'est facile de trouver parce que ça vient de sortir fin de l'année dernière, de la création. Il y a un long essai sur l'art de jeu qui s'appelle « De l'art de jeu du comédien ». Moi, je trouve que ça, c'est encore, le problème est encore compliqué. Ce n'est pas seulement cette dualité, le rôle et l'acteur. Il y a encore, entre les deux, il y a encore un passage que j'appelle ça acteur neutre. Ça veut dire il y a tout comédien, comme toute personne dans sa vie, voilà, une identité, c'est l'individu, voilà, comme tout le monde. Et l'autre côté, il y a son rôle à jouer. Mais il ne peut pas jouer directement avec sa manière dans la vie quotidienne, jouer ce rôle. Non, il doit passer par un passage que j'appelle ça une purification. Voilà, ça veut dire qu'il se dégage de toutes ses manières, son ton, sa façon de parler dans la vie quotidienne. Bon, il est maintenant, c'est un acteur. Il passe par cet état que j'appelle ça acteur neutre, et puis c'est plutôt une étape préparatoire pour jouer son rôle-là. Le théâtre traditionnel chinois, l'opéra, y compris japonais, kabuki, voilà. Et japonais, c'est pareil, c'est la même conception sur le jeu de comédien. Ça veut dire il faut d'abord se détacher de ce moi. Avant, sur la scène, alors derrière le rideau, ce long processus de maquillage. Alors on commence à chauffer sa voix, chauffer le corps. À ce moment-là, on se débarrasse de toutes ces manières de son identité dans la vie quotidienne. Alors on devient déjà un acteur neutre. Avant d'entrer dans son rôle-là. Voilà. Et il est face au public, il ne cache pas son jeu. Il montre, vous voyez le public, regarde-moi, tel, comment je joue mon rôle. Voilà. D'un coup, c'est un empereur. D'un coup, il devient un clown. Voilà. C'est sa magie. Alors, le public applaudit. Quel jeu intéressant, fascinant. Voilà. Voilà. On est touché, on est enthousiasmé. Voilà. Ma dramaturgie, ma pièce, c'est plutôt écrit sur cette observation. Voilà. C'est pourquoi ça s'explique souvent dans mes récentes pièces de théâtre, j'écris en elle. Voilà. La femme ne parle pas en je, c'est une monologue, mais en elle. Mais une autre pièce, voilà, c'est le personnage parle en du. Mais pas seulement sur la scène, il y a deux, c'est Quêteur de la mort, il y a deux comédiens. Mais les deux comédiens jouent, en fait, c'est la même personne. Alors, on double cette personne en deux comédiens. Et tous les deux comédiens parlent en du. C'est en fait, devant le public, on voit comment cette réflexion intérieure, ce dialogue intérieur devient très spectaculaire, théâtral, intéressant. Voilà, ça, c'est la recherche de ma dramaturgie basée sur cette observation de jeu de comédien. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre dualité? Parce que maintenant, de nos jours, on dit par exemple, vous allez voir le Beckett de Bob Wilson. Donc il y a d'une part le metteur en scène, Bob Wilson ou un autre, et d'autre part le texte de Beckett. Que pensez-vous de cette tendance maintenant à mettre l'accent surtout sur le metteur en scène au lieu de sur le dramaturge? Je connais bien Bob Wilson, on est très amis. Voilà. Ah. Même ça, c'est vraiment un ami. Voilà. J'adore sa mise en scène.
Mais ce qui est différent pour Bob Wilson par rapport avec beaucoup d'autres metteurs en scène que je critique, voilà, je dis c'est une dictature de metteur en scène. Si, c'est déjà Ça, c'est très répandu, voilà, très courant actuellement sur la scène. Parce que le comédien, même on est un bon, excellent comédien, ça devient une marionnette de la mise en scène. Le metteur en scène, il n'a pas bien exploré, montré, mis en valeur de son art. Voilà, ça devient un pauvre marionnette, on déplace avec la conception de la mise en scène. Je ne suis pas d'accord, je n'aime pas ce genre de mise en scène. Mais Bob Wilson, non. Il est aussi... les pièces, le spectacle de Bob Wilson, c'est de mettre en scène. Voilà, la mise en scène, c'est très marqué par sa mise en scène. Mais lui, il est même un bon comédien. C'est pas, voilà, il sait très bien jouer. Ça, c'est s'il a fait la mise en scène, voilà, ça impose une mise en scène même très, comment dit-on, autoritaire, mais quand même, ça c'est intéressant parce qu'il connaît l'art de comédien. Lui-même, il a joué Hamlet. J'ai vu son spectacle, c'était il y a déjà 20 ans. Lui, il joue à Hamlet. Toute Hamlet, la grande pièce, lui joue tout seul. Il interprète multiples rôles, mais il n'a pas réécrit le texte de Shakespeare, mais c'est le même texte. Il est tout seul sur la scène, c'est magnifique. Il est un excellent comédien. C'est pourquoi il connaît l'art de jeu du comédien. Sa mise en scène, je ne critique pas. Je trouve que c'est très intéressant. Pour continuer avec le théâtre, vous m'avez dit une fois que même si vous vous êtes autocensuré avant de faire parvenir vos textes aux autorités compétentes, vous avez été censuré, notamment l'arrêt de bus et d'autres. Et votre pièce Escape, La Fuite, a été très critiquée, non pas seulement comme on l'espérait de la part des autorités chinoises, mais aussi des gens qui disaient que voyaient une certaine inspiration des événements de Tiananmen, des émeutes, des manifestations, et que dans votre pièce, vous n'encouragiez pas les jeunes à devenir des héros. Que pensez-vous de cette critique qui vous a été adressée? Et la pièce a été écrite immédiatement après le massacre sanglant, c'est 89. C'était un théâtre américain, me passe une commande pour exprimer son enthousiasme pour ce genre de manifestation démocratique en Chine. Oui, j'ai accepté tout de suite, 2 mois après l'événement sanglant. Et encore 2 mois, j'ai fini la pièce. C'est la même année. Avant la fin de l'année 89, j'ai fini la pièce. Et la pièce, bien sûr, la pièce, après, c'est censurée, pas censurée, condamnée par les autorités chinoises. On m'a classé comme contre-révolutionnaire. Voilà, il y a aussi publié ma caricature. Voilà, ça c'est autre chose. Et depuis lors, tous mes livres sont strictement censurés. Voilà, ça c'est la réaction de la Chine. Il y a l'autre réaction, la pièce une fois écrite, tout de suite on a traduit en anglais. Et ce théâtre américain, le directeur vient discuter avec moi parce qu'il me demande de retoucher le texte. Parce que je comprends très bien, parce que ça ne correspond pas. Voilà, ce genre de politiquement correct, parce qu'il n'y a pas héros dans la pièce. Voilà. Ça, et je comprends ce qu'il veut que je corrige, mais je dis par un ami, je lui ai répondu très gentiment. Je dis, voilà, je paye le frais de traduction, je reprends le texte, mais je ne peux pas corriger.
Voilà. Mais par cet ami-là, je dis ça, c'est même en Chine, je corrige pas mon texte. Pourquoi en théâtre américain, ça me fait corriger mon texte, si j'accepte, c'est tout à fait stupide. Oui. Voilà. Et le texte tel quel, publié d'abord. Et première production, c'était Théâtre Royal à Stockholm. Voilà. Mais quand même, les Européens, ils ont une sensibilité, voilà, une communication, une sensibilité, voilà, on partait tellement bien. Voilà, c'était un très grand spectacle. Je suis très, très touché, voilà, par la présentation. Mais la pièce a été aussi critiquée par des amis qui font partie de ce mouvement démocratique. Parce qu'à leurs yeux, je pense comme ce directeur américain, il ne trouve pas, il n'y a pas un héros. Et pour moi, le théâtre et la création artistique, ce n'est pas un événement politique. Je ne partage pas je ne mets pas. J'ai mon opinion politique, bien sûr, comme tout le monde, mais je ne mélange pas dans ma création artistique parce que la création artistique, ça dépasse l'opinion politique dans l'immédiat. C'est une création, c'est une constatation, c'est un témoignage des conditions humaines. Voilà. Ça dépasse même le temps. Voilà, il faut bien réfléchir. Ma pièce, La Fuite, je pense, au-delà de tous ces politiquement corrects, de tous ces intérêts politiques, mais avec le temps, je pense, j'ai raison. Cette pièce-là, déjà après l'événement, plus de 20 ans, ça se répète, ça se joue dans le monde entier. Voilà, même 2 fois au Japon. Et l'année dernière, il y a déjà 3 productions de cette pièce-là. Une, c'est en tchèque. L'autre, en France. C'est dans un banlieue de Paris. Il y a un petit théâtre d'une jeune troupe, mais leur interprétation, le spectacle est excellent. Je suis très touché. Oui. Ces jeunes-là, même ne connaissent pas cette histoire, cet événement. Ils sont encore très jeunes. Ce sont les jeunes de vingtaine. Voilà. Mais un très beau spectacle. Et je suis aussi invité en Italie l'année dernière. C'est une autre troupe, dans un autre festival d'Italie, on a aussi présenté. C'était comme une tragédie grecque en plein air. On attend le soleil tomber et la lumière jusqu'à ça. On commence le spectacle en plein air, c'est à 11h du soir. Mais je suis aussi très touché. C'est tout à fait comme une tragédie qui dépasse le temps, mais éternelle tragédie grecque, comme ça. Mais bien sûr, moderne. Voilà. Ça montre cette vitalité de cette pièce-là. Et tout récemment, seulement il y a quelques jours, à Paris, avant mon départ, pour venir ici, cette troupe m'a dit, alors, cette pièce-là a été déjà acceptée par le Festival d'Avignon. Il va reprendre. Voilà, ça veut dire, ça touche le public. Il y a encore une vie, cette pièce-là. Bon. Et ses intérêts, ses événements, c'est déjà devient historique. Mais la pièce reste encore vivante. Oui. Ce qui est extraordinaire dans votre œuvre, je trouve aussi, c'est qu'après tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences politiques, la censure, l'exil, l'arrivée en France, vous n'avez aucune rancune, mais vous ne prétendez non plus avoir des héros ou des solutions. Et ce qui est extraordinaire dans cette pièce, et qui a peut-être dérangé les uns et les autres, c'est que vous ne trouvez pas des solutions magiques ou des utopies ou de superstitions pour ce genre de situation. Vous reflétez la complexité humaine, de la condition humaine, vous vous réclamez un humaniste de nos jours, et vous n'échappez pas aux contradictions et aux paradoxes de la société contemporaine.
Mais une frontière, parce qu'on me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps et il y a le public aussi qui veut vous demander. Il y a une autre frontière que vous avez brissée d'une façon excellente dans vos écrits. C'est la société patriarcale, les frontières des genres. C'est que dans vos pièces, il y a beaucoup de situations intimes entre les hommes et les femmes, notamment. Et on est un peu étonné de voir à quel point vous êtes capable de vous introduire dans les personnages des femmes, et éprouver la douleur de toutes ces voix qui ont été silenciées dans la littérature, parce qu'on évoquait justement cet après-midi Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Anaïs Nin, qui a aussi son côté espagnol, et cette possibilité de faire parler les femmes dans vos pièces. Et ça, il y a deux univers, voilà, les êtres humains. Il y a un univers féminin, il y a un univers masculin. Voilà. Ça, c'est toute expression écrite par l'homme, depuis la philosophie jusqu'à la littérature. Si c'est sous la plume de l'homme, bien sûr, avec un regard de l'homme. Voilà. Si on n'en est pas conscient. Voilà. Si c'est femme écrivain, voilà, bien sûr, il y a un regard féminin. Mais cette expression, cette pensée féminine, seulement au XXe siècle. Si le XXe siècle apporte quelque chose de nouveau, à mon avis, c'est cette pensée féminine. Tout à l'heure, vous avez déjà cité 3 représentants voilà, de cette nouvelle pensée. Voilà. Surtout comme penseuse, voilà, femme penseur, c'est Simone de Beauvoir. Même c'est une réflexion philosophique, purement philosophique, pas seulement comme Anaïs Nin, voilà, il y a les sensations, l'univers, expérience vécue de femmes. Voilà. Et moi, je pense que je suis un homme, j'ai une curiosité de connaître ce univers féminin. Voilà. C'est pourquoi, ça c'est dans mes écrits, dans ma création, il y a toujours des images de femmes. Et ce qui est un peu particulier pour moi, je suis conscient, ça c'est pas bon tout à fait avec ce regard masculin pour observer, pour écrire la femme. Il faut essayer d'écrire à la place de femme. Ça veut dire, il faut essayer de montrer dans mon écriture, dans ma littérature ou bien théâtre, 2 univers. Voilà. Il y a un univers, un regard masculin, il y a un autre regard féminin. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus riche. Voilà. Jusqu'à ma dernière pièce, Ballade nocturne. Je voudrais faire une petite manifeste, dit-on, c'est une plaisanterie. Voilà, une petite pièce, c'est Ballade nocturne. Cette pièce-là, c'est déjà traduit en espagnol et aussi publié déjà en espagnol. C'est une pièce écrite pour un spectacle de danse, mais avec un monologue de femme. Et les paroles de ce monologue-là, ça c'est je plaisante, c'est une petite manifeste de la pensée féminine, pas féministe, parce qu'il y a la grande différence. Le féminisme, c'est très politisé. Voilà, ça veut dire ce qui est l'essentiel, c'est égalité hommes et femmes. Voilà, c'est déjà quelque chose de politique qui est imposé dans cet isme. Voilà. Mais en fait, la réalité de la féminité et masculinité, c'est 2 mondes. Voilà. Mais il y a toujours la confrontation, il y a le malentendu, et on peut dire il y a la guerre de sexe. Enfin, mais c'est dans la vie, c'est presque partout comme ça. Voilà. Il faut comprendre, en tant qu'écrivain homme, voilà, il faut être conscient. Voilà. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup de patience, de l'écoute face à ce que les femmes disent. Dans ce cas-là, avec cette conscience-là, j'essaie de montrer aussi un univers
féminin et aussi une pensée féminine. Merci. On va laisser le public vous adresser des questions. Je pense qu'il faut allumer pour voir la salle. Argui à Mercedes, bye. Bon, alors vous êtes ici tous, vous avez le privilège de pouvoir poser des questions. Je pense qu'il y a un microphone quelque part. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Là, le monsieur au fond. Eduardo Rubio, Ardanaz, Universidad del País Vasco, Máster de Estudios Chinos. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence ici. J'ai trouvé que c'est très, très intéressant tout ce que vous avez dit. On a lu quelque chose à vous dans notre master. Et d'autres questions que vous avez sorties sont absolument très, 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 très représentatives. Pas seulement de la vie chinoise, de la culture chinoise, mais de la culture universelle. Je vois que vous êtes plus penché, plus intéressé, plus ça que vous fait vibrer, que vous fait vous émouvoir. Attendez. C'est le théâtre, oui. Je ne sais pas si mon français c'est assez bon. Ou si c'est une question des auriculaires. Oui. S'écoute. Oui. Oui, la question, voilà, vous pouvez répéter encore une fois. Oui, je vois ce soir que votre intérêt c'est plutôt autour du théâtre. Mais j'avais une petite question, si vous me permettez. Même si c'est à propos du passé, je voudrais vous demander si vous vous sentez un peu représenté ou enraciné, même émotionnellement, à quel auteur de la Chine. Je suis en train de penser à Lu Xun, Lao Tse. Je ne sais pas si vous avez quelque sorte de liaison avec eux ou si vous avez une autre liberté. Merci beaucoup. J'ai lu Lu Xun, presque toutes ces œuvres-là, quand j'étais lycéen. C'était il y a longtemps. Et Lao Tse aussi. Quand j'étais lycéen, j'ai déjà tout lu. Voilà. C'était déjà l'histoire très longue. Et après, ça, c'est ce que je m'intéresse, c'est plutôt la littérature occidentale, universelle. Et quand j'étais étudiant, j'ai presque parcouru la bibliothèque. Et littérature russe, y compris américain, anglais, espagnol, italien. Et même je m'intéresse à des pays, par exemple norvégiens, danois. Il y a un auteur de danois peut-être ici, peut-être, je ne sais pas si seulement les spécialistes peuvent connaître. J'ai lu, il y a un auteur, maintenant son nom, j'oublie. Voilà. J'ai lu son roman Fresque de 5 volumes. Mais dans la bibliothèque, le livre n'est jamais prêté. Il n'y a aucun sceau. Ah. Voilà. J'étais le premier qui a tout lu, 5 volumes. Voilà. Je connais la société de... son nom, maintenant, ça, je suis fatigué. Voilà. Je connais, par ce roman-là, je connais la société Danemark. Voilà. Même quand j'étais à Danemark, j'évoque cet auteur-là. Il y a beaucoup de public qui ne connaît pas, parce que c'est du 19e siècle. Voilà. Ça montre que j'ai lu autant. Voilà. J'ai toujours eu une curiosité. Aujourd'hui aussi, mais il n'y a pas assez de temps pour lire. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce auteur-là, chinois, oui, j'ai lu. Voilà. L'essentiel, mais pas seulement l'essentiel. Lu Xun, je lis même tous ces petits bouquins d'essais, voilà, prose, j'ai tout lu. Oui. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Bon. Évidemment, on a parlé, on a évoqué beaucoup de choses. Peut-être pour finir avec une note un peu optimiste, Monsieur Gao, parce que quand vous disiez qu'il faut faire attention aux utopies pour ne pas répéter la situation, vous parlez qu'en ce moment, vous voyez
la situation du monde comme le Moyen Âge et qu'il faut une renaissance. Qu'il faut une renaissance de la pensée, non pas de la philosophie, que vous dites est morte avec Wittgenstein, ou Nietzsche avec son Superman, qui a débouché sur ces catastrophes qu'on connaît. Pour cette renaissance de la pensée, pour cette renaissance de la vie en commun dans le monde, vous avez parlé de l'humanisme, mais quand vous parlez de l'humanisme, pensez-vous que cette réponse peut venir des pays comme la Russie, la Chine, l'Europe? Est-ce que vous voyez quelque part des signes de cette renaissance? Si aujourd'hui on fait un appel de la Renaissance, d'ailleurs c'est le titre de mon dernier essai, qui est dans mon recueil Tourissant, qui va sortir dans une semaine à Taïwan, en chinois. Alors, dans ce recueil-là, ça c'est le dernier article que j'ai écrit, c'est Appel à la Renaissance. C'est un appel que je lançais, c'est pas simplement pour les auteurs chinois, surtout pas, parce que je n'ai plus de contact avec la Chine, le public chinois, et ma vie, ma réalité, mon entourage de tous les jours, c'est l'Occident, c'est l'Europe. Voilà. Si je lance cet appel-là, c'est plutôt, je compte sur l'Europe. Voilà. Parce que cette Europe a une longue histoire, une richesse patrimoine, la Renaissance. Cette Renaissance a engendré toute modernisation du monde. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, le modèle moderne dans tout pays, y compris la Chine, la Russie, c'était basé sur cette renaissance de l'Europe. Voilà. Et après, il y a une autre renaissance, ça c'est la lumière, à l'époque de lumière française, voilà, c'est le XVIIIe siècle, aussi une autre renaissance. C'était ou bien en Italie ou bien en Russie. À nos jours, s'il y a une renaissance, je pense que ce n'est pas certainement dans certains pays. C'est plutôt parce qu'après cette mondialisation, voilà, tout le monde, voilà, dans le monde entier, on affronte les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et aussi la même crise de pensée, parce qu'après cette renaissance-là, qui a engendré tout ce humanisme. Mais c'est déjà un humanisme déjà vieilli, parce que les conditions d'aujourd'hui, ça change énormément. Voilà. Dans ce cas-là, il faut une vraie renaissance. Voilà. C'est pourquoi je préconise, voilà, partout, je parle de cette renaissance. Je veux bien qu'on lance un vrai débat sur cette crise. Ce n'est pas une crise seulement économique, c'est aussi une crise de pensée. Parce que pour sortir de cette crise-là, il faut d'abord une vraie discussion qui n'est pas dans les carcans idéologiques politiques du passé, mais il faut affronter la vraie difficulté, les vrais problèmes d'aujourd'hui. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement c'est mondial, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Et d'ailleurs, la Chine et la Russie, maintenant, on les voit comme un pays émergent. Voilà. Il y a un essor économique. Et le monde est tellement absurde. Pourquoi? Voilà. Là-bas, ils n'ont pas créé de nouveaux modèles. C'est l'ancien capitalisme de l'Occident. Voilà. Mais seulement après cette mondialisation, ça fait l'Occident, au contraire, dans le déclin. Et au contraire, ce modèle capitaliste, déjà là-bas, en Russie, en Asie, voilà. Est-ce que ça engendre une nouvelle renaissance? Je ne crois pas. Voilà. C'est plutôt, on fait un siècle. Voilà. Dans ce cas-là, c'est le même problème, même en Chine, en Russie, il y a la même problématique derrière, parce qu'il n'y a pas de vraie pensée. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que cette mondialisation, c'est la sortie de l'humanité?
Non, on est dans l'impasse déjà. Il y a le grand problème de l'environnement, voilà. Il y a le grand problème de crise économique, et voilà. Il y a multiples problèmes, il y a la pollution, voilà. Il y a La corruption. Oui, corruption, voilà. Il y a tout. Alors, ce monde si chaotique, mais c'est la réalité. Voilà. Comment connaître, comment réveiller une conscience de ce statut-là. Et l'humanité, le droit de l'homme, ce n'est pas vaguement les mots d'ordre dans le jeu politique. Non, pas ça. Le droit de l'homme, ça doit être concrétisé avec les intérêts, proprement les intérêts de chaque individu, parce que c'est les êtres vivants. À notre jour, si on parle de droits de l'homme, et d'abord, c'est droit de l'homme de qui? Voilà, concrètement, de chaque individu. Et chaque individu, ce n'est pas une notion, c'est un être vivant. Tout être vivant, solitaire, faible, fragile, face à ce monde chaotique. Voilà comment faire. Ça, c'est le vrai problème. Avec ce statut, cet individu, comment peut-on défendre, valoriser son propre sens, voilà, et créer sa propre voix, et faire entendre sa voix, et revenir à son sens humain, et après se faire se communiquer. Voilà, ça c'est les vrais problèmes d'aujourd'hui. Ça c'est aussi le grand thème de la littérature d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un grand privilège, comme il y a longtemps à Barcelone, de vous revoir et de parler. Merci à vous tous d'être très présents. Merci surtout à la traductrice qui a eu beaucoup de travail aujourd'hui. Hein? Et agur berobat. Merci beaucoup. Vous avez facilité ma tâche.